Bonjour à tous, bon vendredi madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes. La nouvelle expression parle d'attaque des BAM, le rédac solidaire à Human Rights Watch, et c'est ce que le journal propose comme titre ce matin, simplement pour dire que le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, rédac, a donné son point de vue sur ce sujet qui fait l'actualité depuis quelques jours. L'organisme fait donc observer que les autorités au Cameroun ont toujours commencé par nier les faits, puis les minimiser et ou alors à les accepter à moitié. C'est ce que le journal propose en page 3 ce matin. Le journal parle également des États-Unis. Un Camerounais évêque, Monseigneur Jérôme Feudio, est donc nommé évêque de Saint-Thomas dans les îles Vierges américaines par le pape François. C'est en page 4. Et on s'intéresse également à la polémique. Également, Lengue Malapa explique, le maire de Douala Premier vient donc de rendre public un communiqué pour clarifier l'affaire de la fermeture des écoles. C'est ce qu'on découvre en page 2 du journal ce matin. Et puis on parle de chèque santé. 6 ans après, le bilan des activités de ce projet a été d'ailleurs présenté en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme en page 5. On parle du 8 mars également, le constat de la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui constate d'ailleurs le taux élevé de la violence sur les femmes en page 8 de la nouvelle expression ce matin. Et puis l'aide du Sahel qui inquiète par l'éducation de base. 1 million d'élèves assis à même le sol dans le Grand Nord. C'est en page 11 du journal, disponible en kiosque ce matin. Et on parle également de Marois, Médecins sans frontières, quitte notamment l'hôpital régional. Pour quelles raisons? La suite est à découvrir en page 5 de ce numéro. On parle de la crise anglophone avec la vie des déplacés internes donc à Bankim, dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal L'Œil du Sahel en kiosque ce matin également. Le journal Mutation parle donc de pornographie, la morale à l'école. C'est ce que le journal propose comme grande une ce matin pour dire que le ministre des Enseignements secondaires se penche sur le phénomène après une série de cas indécents. C'est ce que le journal propose en page 9 également ce matin. Le journal est donc disponible, il s'intéresse aussi au 6 mars 2020, 6 mars 2021. Il y a un an, le corona, c'est le bilan, le point fait par le journal ce matin également dans Mutation. Émergence pour sa part, parle du droit de l'homme, le bras de fer armé Human Rights Watch à découvrir dans le journal ce matin. Le journal parle également de la Journée internationale de la femme. Comment les femmes se préparent, c'est à découvrir dans le même dossier proposé par le tabloïd. Cameroun Tribune parle donc de lutte contre le coronavirus. La remobilisation générale, c'est le titre proposé par le journal ce matin dans le dossier. On parle donc de président. Hier, une réunion d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre la propagation de la pandémie. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Jean Gouté, a d'ailleurs instruit le ministre de la Communication de réactiver les mécanismes donc, de sensibilisation de l'opinion à la suite notamment du regain d'infection enregistrés depuis quelque temps et des décès également. Tout cela dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune en kiosque ce vendredi. Le quotidien Le Jour parle donc d'entraîneurs des Lions. Les ruptures de contrats ont coûté 1,2 milliard de francs CFA en 5 ans. C'est le bilan fait également par le journal Le Jour ce matin. Le même journal parle également d'identification, production des cartes nationales d'identité. Où en est-on? C'est une question également ce matin après la sortie notamment du délégué général à la sécurité nationale et également toute la communication qui a été faite autour de cette question d'identité au Cameroun. C'est dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. L'économie quotidienne parle de Cameroun, Nations Unies. Le plan de coopération 2022-2026 en élaboration depuis quelque temps. Donc c'est un atelier de consultation des différents projets ou des différents acteurs qui a eu lieu donc le 3 février dernier à Yaoundé, qui permet aujourd'hui de savoir qu'il y a un travail qui est fait et c'est ce que le journal propose également ce matin. On parle de transport aérien. Cameco annonce donc la reprise des vols à destination donc de Bafoussam. C'est le journal qui nous informe ce matin. C'est en page 6 de ce numéro. Et puis le journal Le Popoli qui en kiosque parle du RDPC. Le congrès de la sortie, c'est une question que se pose le journal. Le prochain concours, c'est 3 points de suspension. C'est ce que le journal propose. La caricature à la une du journal disponible en kiosque ce matin. Le journal L'Équation qui est également en kiosque parle du Minju et Shelter Afrique avec notamment quelques rencontres aussi importantes et des
faits qui sont également intéressants, que je vous invite à découvrir dans le dossier proposé par le journal en kiosque ce vendredi. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. C'est pour accueillir également avec beaucoup de joie Georges Semé. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent une fois de plus ce matin. Merci d'être là ce vendredi. Bonjour Kaminele, bienvenue également. Bonjour Flavien Ballon-Ndongo, bonjour Georges Semé, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, comme dit Georges Semé, mais un bonjour spécial aux deux jumeaux terribles de la musique camerounaise, et puis qui sont là depuis quelques jours et qui m'ont assuré hier soir que de Paris, ils suivent la revue des grandes unes chaque matin. Merci. Merci également d'être là et aussi à l'écoute ou alors en train de suivre ce programme. Attaque des BAM, le rédac solidaire, donc à Human Rights Watch. C'est la nouvelle expression qui propose le sujet. La nouvelle expression fait ressortir la substance de la conférence de presse organisée hier par Mme Maximilienne Ngombe, présidente du REDAC. Elle a réuni les journalistes pour leur parler de la situation des droits humains en Afrique centrale. Et surtout, elle a parlé de ce dernier rapport fait par Human Rights Watch, rapport auquel elle s'associe, elle soutient ce rapport et estime qu'il faut effectivement qu'il y ait une enquête. Mais il faut d'abord commencer par noter que Mme Ngombe sort des États-Unis, où elle a obtenu il y a quelques semaines une distinction internationale pour son engagement dans la dénonciation des droits, la dénonciation des entraves et des droits humains en Afrique centrale et notamment dans certains pays. Mais je pense qu'au-delà de cette distinction qui est tout à fait honorable et pour laquelle je lui adresse personnellement mes félicitations parce que c'est une amie, il faudrait qu'elle sache aussi que cette distinction qui fait d'elle une véritable ambassadrice des droits de l'homme en Afrique lui donne aussi le devoir d'être objective. L'objectivité, ce n'est pas seulement toujours de condamner les militaires ou de condamner l'administration ou de condamner le gouvernement, mais c'est de faire la paire des choses et de dire que oui, il y a ceci. Parce que en lisant l'article de la nouvelle expression, on voit un long chapelet de violations des droits de l'homme qui ont été enregistrés, qui sont connus, et pour lesquels le ministère de la Défense a reconnu certains, mais elle n'a parlé d'aucun de ces crimes horribles qui ont été publiés à Mondovision dans les réseaux sociaux. Mais elle fait savoir quand même qu'il y a des moments où, pendant pareille situation, le ministère de la Défense nie d'abord les faits et après reconnaît plus tard ou encore ne sait véritablement pas ce qui s'est passé aussi. Non, ce qu'elle dit est vrai. Il y a des moments où, au terme de certaines dénonciations, le ministre de la Défense fait ses enquêtes d'abord, parce qu'il y a eu cette dénonciation, reconnaît pour certains, et même traduit certains de ces militaires devant les tribunaux. Mais seulement, elle ne dit pas aussi, elle ne dénonce pas aussi suffisamment les exactions faites par les terroristes, les crimes horribles faits par les terroristes, parce qu'elle a dénoncé les forfaits connus et pour lesquels des militaires sont pourvoyeurs, mais n'a pas aucunement parlé de ces exécutions barbares et sanguinaires. Donc, ce que je voulais dire, je l'ai terminé en disant que quand quand je vois le titre, on dit que le REDAC en solidarité avec Human Rights Watch, Human Rights Watch vient de s'illustrer en sortant de derrière le fagot un rapport d'une attaque des militaires qui auraient été perpétrés il y a 6 mois. Pourquoi sortir cela 6 mois après ? Bon, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, le ministère de la Défense a réagi en donnant des détails sur cette opération pour laquelle il n'avait pas fait de commentaires puisqu'il était question, laissez-moi terminer, il était question de démanteler un réseau important de fabrication d'armes et tout cela. Mais, pourquoi faut-il donner l'impression que le ministère de la Défense soit toujours obligé de se justifier sur la lutte qu'il est en train de mener sur le terrain? Pourquoi le ministère de la Défense peut aussi jouer à l'offensive, donc en annonçant en présentant le résultat du travail qui est fait pour éviter ce genre de rapport. Je suis d'accord avec vous, Flavien Ballon-Ndongo, mais il ne faut pas nous donner l'impression qu'il faut toujours que les militaires se justifient chacune de leurs opérations sur le terrain. Ils sont sur le terrain, c'est déjà assez difficile de traquer des gens qui sont dans les bosses, qui tuent des gens en ville, qui font que les gens désertent leur village. On se retrouve avec des réfugiés un peu partout à travers le Cameroun. Mais pourquoi est-ce que certaines organisations, certaines ONG s'obstinent-elles à ne culpabiliser que les militaires et à les pousser à se justifier à tous les coups? C'est ça qui est un point objectif et pour lequel on devrait se poser des questions simples.
C'est ça, c'est ce que je veux dire. Alors, le titre de la nouvelle expression ce matin, Georges Sémé, le rédac solidaire donc, à Human Rights Watch, et il y a également Émergence qui parle de droits de l'homme, le bras de fer armé Human Rights Watch. Alors, sur le titre de la nouvelle expression, je crois qu'il faut d'abord planter le décor à l'attention de nos téléspectateurs parce qu'il faut qu'ils comprennent exactement d'où vient le titre de la nouvelle expression. Il y a eu une sortie de Human Rights Watch, une énième, sur la situation dans la crise dans les régions anglophones de notre pays, disant que l'armée aurait tué et violé des civils dans la localité d'Ebam. Et même des handicapés. Voilà, dans la localité d'Ebam. Et il y a eu cette sortie explicative après du ministère de la Défense en disant que c'était une opération de ratissage où d'ailleurs on a découvert des caches d'armes, on a interpellé des gens et qui n'en est aucunement de viol. Donc il y a une contradiction singulière entre les déclarations de Human Rights Watch et la position du ministère de la Défense. Et entre les deux positions, il y a la sortie du rédac qui dit, à travers la nouvelle expression, s'aligner derrière les déclarations de Human Rights Watch. C'est tout à fait de son devoir d'exercer pleinement sa mission de défendre les droits humains et les droits de l'homme. Elle l'a fait régulièrement dans le cadre de la crise anglophone. Mais je crois ici que je vais me rapprocher du point de vue du doyen qui pense que les droits de l'homme, ça ne concerne pas seulement lorsqu'il faut peindre d'une certaine façon les actes de l'armée contre soit les civils, soit les rebelles anglophones. Il est tout à fait vrai qu'il y a eu plusieurs événements en région anglophone où le gouvernement camerounais, parce que je ne vais pas parler singulièrement de l'armée, je vais dire le gouvernement camerounais a nié qu'il y a eu des massacres. Prenons le cas de Ngarbo, simplement. La première sortie du gouvernement camerounais était le déni des tueries. Mais après, on s'est dédié en disant que, écoutez, il y a effectivement eu bavure, nous avons fait des enquêtes et je crois que la suite des événements nous a donné raison parce que dans le cadre de ce massacre, il y a des personnes qui ont été interpellées et qui passent aujourd'hui devant la justice. Donc, alors, c'est ce que le rédac semble dire. Voilà, et à ce niveau, elle a tout à fait raison. Mais seulement les droits de l'homme ne s'arrêtent pas seulement sur le dos de l'armée. Cette armée-là qui défend aujourd'hui l'intégrité de nos territoires, qui défend les populations du Cameroun, qui se défend elle-même face à des gens qui ont attaqué notre territoire. Je crois quand même qu'on devrait être circonspect lorsqu'on émet certaines déclarations, parce qu'il y a les éléments de cette armée qui ont été enterrés vivants. Il y a des éléments de cette armée qui ont connu des atrocités incroyables. Et on voudrait que, lorsque le REDAC fait une sortie, ou alors lorsque Human Rights Watch ou Transparency International émet des rapports qui relèvent également qu'il y a violation des droits de l'homme sur les civils innocents par les rebelles anglophones, mais également sur l'armée. Donc il ne faut pas toujours scandaliser l'État du Cameroun et l'armée camerounaise stricto sensu. Il faut faire son travail, relever qu'il y a violation des droits humains, mais pas seulement à l'encontre de l'armée. Je pense que, et pour revenir à la une des émergences, il y a un bras de fer bien évidemment entre l'armée et Human Rights Watch parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ces envolées pistolets sur les rapports et sur la réalité des faits sur le terrain, mais je pense que derrière l'armée, il y a l'État du Cameroun qui est engagé et lorsqu'on indexe l'armée, bien évidemment, il faut qu'il y ait des sorties pour clarifier la situation. Mais c'est surtout l'État du Cameroun qui est aujourd'hui indexé d'atrocités, de massacres, alors que vous savez que notre État est signataire de plusieurs conventions internationales qui protègent les droits de l'homme. Et nous voulons que lorsque cette armée est sur le terrain, qu'elle respecte le droit international humanitaire, parce que c'est une armée professionnelle bien formée, qu'il faut qu'elle respecte le droit international humanitaire, et que lorsqu'il y a des suspicions de massacre, de tueries ou de bavures, qu'on ouvre les enquêtes effectivement et que les personnes interpellées soient traduites devant les tribunaux. Comme ça, il n'y aura plus ces polémiques, Human Rights Watch, Transparency International, REDAC, etc. etc. Mais surtout, Flavien Malendongo, avant que vous nous fermiez, que les responsabilités des actes odieux commis par les séparatistes, mais qui sont pistonnés par des gens à l'étranger, qu'on implique aussi la responsabilité de ces personnes qui sont tapées à l'étranger et qui ordonnent cela. Parce qu'on oublie trop qu'il y a des gens qui sont là, qui donnent des ordres de l'étranger. Oui. Et ces gens sont connus. Et ces ordres sont même suivis à travers les réseaux sociaux. Mais ceux-là, on ne leur impute aucune responsabilité. C'est comme s'ils étaient tout simplement au-dessus de toute critique.
Alors, vous aurez l'occasion de lire ce que la Nouvelle Expression propose ce matin, attaque des BAM, le rédac solidaire donc à Human Rights Watch et également Émergence qui parle des droits de l'homme, le bras de fer armé Human Rights Watch également. C'est ce matin aussi, en page 3 précisément. Alors, l'autre sujet qui fait jaser également, on découvre aussi dans la Nouvelle Expression, c'est bien entendu cette polémique Lengue Malapa qui explique le maire de Douala Premier vient donc de rendre public un communiqué dans lequel il essaie de clarifier l'affaire de la fermeture des écoles. Oui, c'est la fameuse affaire le préfet du Vouri, entre le préfet du Vouri, Benjamin Boto, et le maire de Douala Premier, Jean-Jacques Lengue Malapa. Il y a eu plusieurs sorties, notamment celle sur 2 mars, signée par le préfet du Vouri, qui rapportait une note de service dûment signée par le maire de Douala Premier sur la fermeture temporaire des écoles qui sont sous son régime et sous son administration. Alors, en réaction, Jean-Jacques Lengue Malapa a clarifié une fois la situation. Il faut quand même rappeler d'abord que le préfet du Vouri a motivé sa décision qui rapporte la note de service du maire sur l'article 37 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. En réaction, donc, le maire a énoncé l'article 75, 161 et 223 du même code qui, d'après lui, donne tout le droit d'exercer par note de service ses prérogatives pas régaliennes, mais municipales, sur les écoles maternelles municipales. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Je crois, cette bataille entre les régaliens qui sont représentés par les sous-préfets, les préfets et autres détenteurs du pouvoir public, et les élus, est caractéristique du flou qu'il y a dans la mise en œuvre du nouveau Code général des collectivités territoriales décentralisées. Autant les élus devraient s'en approprier, autant surtout les régaliens qui veulent encore tenir par la corde les pouvoirs qui ont été transférés aux élus municipaux devraient également s'en imprégner. Lorsqu'on regarde la situation de la première, on a bien évidemment l'impression que, d'ailleurs, ce n'est pas une impression, c'est une vérité. La vérité est que le préfet du Vouri n'a pas la plénitude même de ce que est la mise en œuvre du Code général des collectivités territoriales décentralisées, parce qu'il parle de l'autorité administrative à la cohésion sociale territoriale ou alors d'être informé. Non, il exerce un contrôle de légalité et de conformité. Il exerce un contrôle de légalité et de conformité a posteriori. Et lui-même l'avait dit, c'était encore ironie du sort, à Douala Premier, où il disait qu'il n'est pas venu ici là caporaliser les élus, mais leur faire comprendre qu'avec l'entrée en application du Code général des collectivités territoriales décentralisées, le préfet qu'il est n'a plus les mêmes pouvoirs qu'avant. Il exerce juste un contrôle de conformité à la loi. Et dans ce cas, il a présenté l'article 37 alinéa 3. Le maire lui a présenté 3 articles qui lui donnent le droit d'exercer ses pouvoirs municipaux sur les écoles municipales de Douala Premier. Et on voit aujourd'hui que, malheureusement, heureusement, ces écoles restent fermées parce que, bien évidemment, il y avait nécessité de santé publique. Il y avait nécessité d'ordre public en matière de santé. Il fallait d'abord fermer ces écoles à titre conservatoire et désinfecter, tenir des concertations avec les parents d'élèves qui ont toujours certaines appréhensions pour amener les élèves dans ces écoles et après rouvrir ces écoles dans la sérénité. Donc, les arguments qui ont été brandis par le préfet du Vouri qui portent sur le manque de cohésion sociale nationale. La menace à la cohésion sociale. Voilà, menace à la cohésion sociale nationale, une décision hâtive, inappropriée et autres motifs. Je pense que c'est assez léger. Vu la situation aujourd'hui qui est sur le terrain, le maire Jean-Jacques Lengue Malapa, il y a la pandémie, était obligé d'effectuer cette sortie. Voilà, il était obligé d'effectuer cette sortie pour clarifier la situation. Et je crois que ce sera sa dernière sortie. Et on attend désormais que. C'est mieux que c'est la dernière sortie. Oui, c'est la dernière sortie parce que, en tout cas, au lieu d'aller former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, cette sortie en vaut la peine afin de ramener la sérénité. Nous sommes repartis sur le terrain, effectivement. Ces écoles n'ont pas ouvert parce que il fallait désinfecter. Les produits sont encore en train d'agir et les parents devraient également rencontrer les autorités municipales afin d'avoir toutes les assurances que dès le 7 prochain, il y aura effectivement un rentrée. Alors, l'autorité administrative est garant de l'ordre public, ça on le sait, on le rappelle également. Donc, en organisant ou alors en émettant cet arrêté du maire ou alors qui fermait les écoles, l'autorité administrative devrait au moins être informée, peut-être. Devrait être informé, absolument. Il faut le dire aussi. Il y a aussi à ce niveau-là une certaine
carence au niveau de la communication entre le maire et l'autorité préfectorale. Mais il faut dire aussi que le maire Lengo Malapa a usé de son droit régalien sur ces écoles qui sont financées par la mairie, qui sont entretenues par la mairie et qui doivent être aseptisées et dont l'espace doit être assuré par l'espace de santé doit être assuré par la mairie. Donc, moi, je pense que le communiqué du maire Lengo Malapa clôt le débat aujourd'hui et démontre sa bonne foi quant au souci qu'il avait d'assurer la santé des enfants. Parce qu'il a constaté que depuis un certain temps, il y avait un certain nombre d'enfants qui tombaient malades. Plus maintenant, cette remontée des infections, moi je pense que son initiative de fermer momentanément ces écoles-là et de les désinfecter, comme d'ailleurs il est en train de le faire, n'était pas une mauvaise décision du tout. Et je ne vois pas, il est difficile de comprendre un peu la réaction brutale du préfet qui aurait même pu aussi appeler le maire plutôt que de balancer un arrêté sur les réseaux sociaux. Il aurait pu l'appeler pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Malheureusement, on sent qu'il y a une sorte de rupture de dialogue entre le maire et entre le préfet et le maire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est à coup de textes de loi que les uns et les autres sont en train de justifier leurs prérogatives. Et la lettre de Lengo Malapa est assez explicite sur les siennes propres. Alors, peut-on parler de bras de fer désormais entre le maire de Douala Premier et le préfet? Non, c'est exagéré de le dire. Il n'y a pas de bras de fer. Je crois qu'il y a plutôt un problème de mise en œuvre du Code général décentralisé. Vous savez, c'est entré en vigueur le 24 décembre 2019 et beaucoup de maires et les autorités détenteurs du pouvoir régalien, que sont les préfets et les sous-préfets, continuent à s'en imprégner. Il y a des flous là-dedans. Et celui qui doit trancher, bien évidemment, c'est le ministre du développement local, qui devrait clarifier certaines situations. Parce que ce n'est pas la première, le cas de Douala Premier n'est pas le premier cas. On a vu sur d'autres circonscriptions ce type d'envolée sur l'interprétation des articles du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Donc il faut des séminaires, il faut former, mais surtout il faut une coordination dans l'application, dans la mise en œuvre même de ces dispositions. Parce que s'il y avait une certaine coordination entre le maire et le préfet, le maire est dans son droit, tout à fait, il est dans son droit, mais il devrait quand même, ce n'est pas lui enlever ses prérogatives de maire, mais il devrait quand même informer ce qu'on appelle aujourd'hui la tutelle, abusivement la tutelle, pour le genre d'action qu'ils veulent mener. Donc, non, mais le maire a été élu, le préfet. Le maire a été élu. Et puis, dans l'implémentation de la décentralisation aujourd'hui, le mot tutelle est même extrêmement abusif parce qu'il s'agit de transférer véritablement les pouvoirs aux collectivités territoriales décentralisées, les compétences aux collectivités décentralisées. Et le pouvoir régalien est contrôleur de la légalité et c'est tout. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu violation de la loi, puisque lorsque le préfet brandit son article 37, alinéa 3, le maire lui vient avec 3 articles, 115, 161 et 223. Donc, il y a donc un conflit de légalité qui interpelle aujourd'hui le ministère de la décentralisation afin de clarifier davantage, ou alors de prendre des mesures dans la formation et les clarifications dans l'interprétation des articles de ce nouveau code. La nouvelle expression est revenue sur le sujet ce matin, page 2. Vous aurez l'occasion de lire l'article en question, le traitement. Et puisqu'on parle des écoles, il y a l'Éducel qui revient sur l'éducation de base. 1 million d'élèves assis à même le sol dans le Septentrion, ou le Grand Nord en général. Alors, avec une image, c'est une assez triste, mais elle est quand même révélatrice de la réalité dans le Grand Nord surtout. Et vous savez que le Grand Nord, pour parler politique, à ce sujet, le Grand Nord est pourvoyeur de beaucoup de voix pour de nombreux partis dans le RDPC. Et à chaque fois, on s'interroge sur ce déficit d'infrastructure dans cette grande région, dans le Septentrion, où on va quelquefois mener des opérations de charme pour avoir des électeurs. Et l'Heure du Sahel, dans la plupart de ces titrailles, dénonce toujours le fait qu'on soit des parents pauvres du côté du Septentrion. Et il est même allé plus loin, le directeur de publication de l'Heure du Sahel, en créant un mouvement qui malheureusement s'est fait taper sur les doigts, 11 millions de nordistes, justement pour dénoncer ces faits. Comment vient-on dans un territoire peuplé demander de l'électorat, mais après
on ne vient pas construire des infrastructures. Donc c'est caractéristique de la supercherie politique qu'on voit partout ailleurs, pas seulement dans le Grand Nord, mais c'est plus exacerbé dans le Grand Nord parce que c'est quand même saisissant le nombre, 1 million d'élèves qui prennent des cours à même le sol. Je crois que d'accord. Il faut se pencher sur la question et l'éducation de base qui est un ministère assez sérieux avec des moyens, devrait prendre tous les moyens afin ne serait-ce que les tables bancs. On leur demande pas encore de construire des écoles, mais ne serait-ce que les tables bancs à mettre à la disposition de ces élèves. On pourrait se demander que fait l'élite. Non, se demander ce que fait l'élite est une question importante. Et on voit que certaines élites multiplient les initiatives dans leur région ou dans leurs arrondissements. On n'a qu'à prendre par exemple Aboubacar Sabat dans la Damawa, qui multiplie non seulement l'attribution de tables bancs, mais aussi le financement de certains projets sociaux. Ou encore Mokhtar Amadama du RDPC. Alors chacun s'occupe de sa localité finalement. C'est pour ça que je suis... Mais on constate quand même qu'il y a plus d'1 million. C'est vous qui avez posé la question sur les élites. Oui. Mais j'étais en train de vouloir vous dire. Vous n'allez pas faire le tour de toutes les élites. Mais c'est pour ça que moi, je commence à l'élite et à l'État quand même. L'élite et à l'État. Vous êtes en train de m'interrompre. C'est vous qui posez la question sur les élites. Je dis qu'il y a des élites qui s'investissent. Mais seulement, il ne faudra pas qu'on compte seulement sur les élites. Que font même les structures du gouvernement, de l'éducation de base. Bien sûr, bien sûr. Bon, que font alors maintenant les responsables régionaux, départementaux de ces villes, de ces villages, pour comprendre que pour faire le tour de ces écoles et réaliser ce qui manque, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement attendre les élites. Il y a des élites qui prennent... On a vu, par exemple, dans la Damawa, des élites qui construisent même des dispensaires et clés en main avec tout le temps. Mais est-ce qu'il faudrait seulement attendre les élites? C'est pour ça que la photo sur la première page de l'œil du Sahel est tout simplement hallucinante. Oui, mais lors des campagnes, on entend des élites dire écoutez, on va améliorer, on va construire des écoles, on va faire telle chose, ainsi de suite. Mais s'ils font des promesses, il faut que ces promesses soient réalisées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il se dit de plus en plus que dans le Grand Nord, c'est-à-dire pas le Grand Nord de la Damawa, l'extrême Nord, les populations sont assez désabusées et estiment que les élites qui venaient rechercher leurs suffrages pendant les campagnes électorales n'ont pas rempli toutes leurs promesses. C'est pour ça qu'on se retrouve encore avec des situations comme celle-là. Mais cette situation ne devrait pas seulement concerner les élites, elle devrait aussi concerner les responsables même de l'administration pour voir comment est-ce que des choses pareilles peuvent encore être acceptables au Cameroun en 2021. D'accord, alors c'est un titre également, Georges Sémé. On voit bien qu'il y a plein d'élèves qui manquent de places assises, et d'ailleurs des infrastructures qui n'existent presque pas. L'État c'est à la belle étoile, carrément. Monsieur Ndongo, l'État devrait prendre ses responsabilités. Le doyen a cité tout à l'heure les élites, mais je crois que le rôle principal incombe d'abord à l'État à travers le ministère de l'Éducation de base. Et c'est extrêmement malheureux de voir que des élèves prennent des cours à même le sol, alors que, des tables bancs, on peut les acheminer tranquillement. Il y en a même qui les prennent en plein air. Voilà, on peut les acheminer. Je disais tout à l'heure que, je ne suis pas très sévère, on ne leur demande pas encore de construire des écoles, même s'ils nous diront que c'est assez cher, mais des tables bancs quand même. Donnez-leur des tables bancs pour qu'ils prennent des cours. En tout cas, l'article est contenu en page 11 de l'Œil du Sahel. Le quotidien Le Jour de ce matin parle d'entraîneurs des Lions. Les ruptures de contrats ont coûté 1,2 milliard de francs CFA en 5 ans. Alors, je ne suis pas très au fait du sport, mais je pense quand même qu'en termes de contrat, il y a des termes, il y a des clauses qui sont établies entre les deux co-contractants. Et lorsqu'une partie décide de rompre un contrat unilatéralement, il doit subir les conséquences. Et dans ce cas, l'État du Cameroun a rompu unilatéralement les contrats avec certains entraîneurs et en ont assumé les conséquences. D'abord les conséquences juridiques, mais également les conséquences financières, parce que toute rupture unilatérale pour motifs divers emporte logiquement des conséquences financières. Et la plupart de ces entraîneurs étrangers qui ont estimé que leurs droits ont été bafoués sont allés saisir les instances sportives internationales afin de se faire payer ou alors rétablir dans le droit. Le dernier cas, c'est celui de Clarence Seedorf qui a demandé une sacrée somme quand même à l'État du Cameroun. Et lorsqu'on fait le montant, c'est 1,2 milliard de francs CFA en 5 ans payés par le contribuable camerounais sur les ruptures de contrat de l'État du Cameroun. Je crois qu'il faut assumer ce contrat, il faut l'assumer. Mais seulement, il faut être dans la gestion des entraîneurs. Je crois qu'il faut être stable. Laissons la chance aux entraîneurs de s'exprimer. La base des entraîneurs commence à trop durer et ça crée des incidences financières. Donc, laissons les entraîneurs s'exprimer, laissons-les former un effectif et ne pas toujours faire effectuer une intrusion politique
dans des aspects technico-sportifs comme on le voit actuellement, et ça coûte cher malheureusement au trésor public camerounais. Alors, un agent qui pouvait bien permettre de relancer ou d'améliorer les conditions des joueurs, ou j'allais dire des footballeurs camerounais. Oui, mais c'est ce paradoxe-là qui caractérise le Cameroun depuis de nombreuses années. Pourquoi faut-il toujours aller chercher des entraîneurs expatriés? Pourquoi ne pas donner la chance aux grandes valeurs de notre football, aux entraîneurs, aux footballeurs camerounais qui sont passés par des centres de formation et qui ont des diplômes d'entraîneurs? Pourquoi pas comme dans beaucoup de pays africains où c'est des entraîneurs locaux? On a vu par exemple au Nigeria, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup d'autres pays où ce sont des locaux. Pourquoi aller chercher un entraîneur qu'on va payer à 60 millions de francs par mois? 60 millions. Mais les 60 millions, pourquoi ne pas prendre un entraîneur local à qui on peut donner même 20 millions? Malheureusement, nos entraîneurs locaux, on ne leur donne même pas 5 millions. Et c'est ça le paradoxe. Mais quand on regarde maintenant les résultats obtenus avec ces entraîneurs-là, on peut se poser bien une question. Très peu ont produit des résultats. En dehors de Folkefink, qui a permis au Cameroun d'avoir une canne, tous les autres, les Paul de Gouin et tout ça. Paul de Gouin, même a fait que son équipe soit rentrée avec 0.0. Donc moi, je pense qu'il y a un problème au niveau même du choix des entraîneurs dans ce pays, où il faut absolument que et les responsables de la fédération et même les élites du football camerounais s'assoient pour essayer de trouver une solution dans le choix et même la rétribution, la rémunération de ces entraîneurs. Pourquoi ne peut-on pas, le Cameroun ne peut-il pas payer 30 millions de francs un entraîneur, par exemple un Manga Nguéné ou un Joseph-Antoine Bell, ou on ne sait trop qui? Non, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Aujourd'hui, sur ce plan-là, aujourd'hui, le Cameroun se retrouve à être traîné devant les tribunaux par des entraîneurs qui n'ont rien foutu du tout et qui réclament des centaines de millions. Voilà, donc c'est un titre du quotidien du jour et l'article est contenu dans le journal en page. C'est un dossier d'ailleurs que je vous invite à lire ce matin. Alors, mutation, un autre titre parlant de pornographie, la morale à l'école. On voit bien à travers ces images qui font le tour de la toile également, de ces élèves qui ont pratiquement bafoué tout ce qui est sérieux. Oui, je fais partie de ceux qui ont vu ces images très, très hautes des élèves du lycée bilingue de Kribi en plein ébat, quasi ébat dans leur salle de classe, et je pense que c'est assez saisissant. C'est quand même assez saisissant et c'est caractéristique malheureusement de globalement la société camerounaise aujourd'hui. Si les adultes de temps en temps le font, mais à ce niveau d'âge quand même, des adolescents, et dans un cadre comme celui-là, je crois que la moralité est tombée vraiment à un niveau très bas, comme l'indiquent nos confrères de mutation. Mais la responsabilité, il faut le dire ici, est collective. Et généralement, on parle de la communauté éducative qui implique plusieurs acteurs qui devraient s'impliquer dans l'encadrement, dans l'encadrement des élèves. Et cette responsabilité collective justifie que le parent qui laisse son enfant sortir de la maison pour aller à l'établissement parte avec un confort idéal, avec des a priori qui lui permettront de ne pas céder à toute tentation. Le rôle de parent en tant qu'éducateur, en tant que implémentateur de l'autorité parentale, voilà ce que je voulais dire, implémentateur de l'autorité parentale, devrait pleinement jouer son rôle pour que les enfants, lorsqu'ils sortent de la maison pour se rendre à l'école, soient fermes. On nous dira peut-être que de la maison à l'école, il y a la rue, et que dans la rue, l'enfant peut changer. Mais dans la rue, il y a la société aussi. Et tous ceux qui rencontrent un enfant dans la société devraient l'encadrer. Seulement, dans la société, on voit que chacun perd ses repères et l'enfant est abandonné à lui-même. Et lorsqu'il arrive maintenant à l'établissement, je crois quand même que le premier rôle d'un enseignant, c'est d'éduquer, d'encadrer l'enfant. Il ne devrait pas prêter le flanc, comme on le voit partout ailleurs, à des légèretés. Donc je crois que la responsabilité est collective, et le cas du lycée bilingue de Kribi n'est pas un cas inédit, puisque ça s'est déroulé ailleurs. Ça continue même à se dérouler, mais seulement puisque ce cas a été lancé dans les réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle ça a eu ce tollé, mais c'est une réalité qui se déroule partout ailleurs, et je crois que l'interpellation est collective et il faut que la communauté éducative prenne ses responsabilités. Kamine, vous êtes parent en même temps. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le titre de mutation, la morale. La morale, mutation aurait pu parler de l'immoral, c'est-à-dire que ce qui n'est pas moral. Mais il a dit amoral, ce qui est contre la morale. Et moi, j'ai beaucoup aimé, et ça démontre tout simplement qu'après le criminel à l'école, avec ces jeunes qui vont avec des couteaux, avec des lames de rasoir, avec des machettes, maintenant on se retrouve avec des enfants qui
pulvérise toutes les limites de la morale et maintenant qui se livrent à des spectacles impensables. Et leurs parents, même, je suis sûr que les propres géniteurs de ces enfants en voyant cela se demandaient mais quel monstre j'ai chez moi. Donc moi je pense que c'est une situation qui est très très grave, qui doit ramener maintenant, mettre les pédagogues du Cameroun et les enseignants à se doit les amener à se remettre en question, à s'asseoir de nouveau pour trouver de nouveaux canons au niveau de l'encadrement des enfants et surtout les parents aussi, à mieux contrôler et les téléphones de leurs enfants et les fréquentations de leurs enfants et même les lectures de leurs enfants. Merci, c'est Mutation qui titre ainsi La morale à l'école. Vous aurez l'occasion de lire l'article. Merci, bon week-end à vous, chers messieurs, et on se retrouve lundi lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Au revoir.